Bonsoir et bienvenue. Le Point reçoit ce soir Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Avec lui, nous parlons de Vision Sénégal 2050 et l'agenda national de transformation dans son volet industrie, avec la mise en place d'agropoles et de zones économiques sociales un peu partout dans le pays. Il sera aussi question de commerce et de PME, priorité absolue de la nouvelle feuille de route de l'État. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. Serigne Gueye Diop, bonsoir. Bonsoir, M. Faye. Oui, vous êtes le ministre de l'Industrie et du Commerce. On en parlera tout à l'heure, mais l'actualité oblige l'Union européenne déclare qu'il ne va pas demander la reconduction des accords de pêche. Surprise, bien de toute façon, l'État du Sénégal avait déjà décidé de ne pas donner suite à... Oui, d'abord, je voulais saluer vos téléspectateurs ce soir et répondre vraiment à cette question brûlante de l'actualité. Comme vous le savez, notre gouvernement avait déjà décidé d'avoir une nouvelle approche de la gestion de nos ressources naturelles, qu'elles soient halieutiques, minières, pétrolières. Le Sénégal avait déjà décidé de revoir tous ces accords depuis quelque temps. Il y avait un travail important qui a été fait. Vous savez qu'il y a une commission que le président du parti Ousmane Sonko a mis en place, qui est en train de revoir tous les contrats que le Sénégal a signés. Et c'est des dizaines et des dizaines de contrats, dont celui-là, évidemment, le Sénégal a déjà pris cette initiative et effectivement l'Union européenne a annoncé eux aussi qu'ils veulent revoir ces contrats-là. Donc c'est en tout cas dans une décision qui a déjà prise par notre gouvernement et nous allons voir dans les prochains jours. Ministre du Commerce, c'est dans l'intérêt du tissu industriel national, c'est une réappropriation des ressources. On va vers une réappropriation de ce potentiel économique. C'est la doctrine même de notre gouvernement. Cette rupture dont nous parlons qui a commencé cette année avec l'avènement du président Bassirou Diomaye Faye, c'est carrément la raison pour laquelle les Sénégalais nous ont élus. De quoi s'agit-il? Le Sénégal est à la fois riche et pauvre. Et le Sénégal est riche d'abord de son phosphate, qui depuis pratiquement une vingtaine, trentaine d'années est en train d'être exploité, sauf que ça n'a pas servi au Sénégal. C'est exploité sous forme d'engrais, d'acide phosphorique, exporté en Inde et transformé sur place et qui sert à produire... Exporté vers le Sénégal. Et voilà, réexporté vers le Sénégal. Mais mieux que ça, ça sert à produire du riz que le Sénégal rachète. Voilà, donc ça, c'est l'un des exemples les plus connus. L'autre, c'est la pêche. Aujourd'hui, on a vu au cours des dernières décennies, le capital halieutique du pays, c'est de moins en moins donc développé. Complètement érodé. Érodé, avec comme conséquence l'immigration clandestine. C'est des milliers de jeunes pêcheurs qui partent, qui désertent leur pirogue pour aller vraiment vers cet Eldorado voilà, qui n'est pas en réalité un Eldorado. Troisième élément, comme vous le savez, c'est le pétrole et le gaz. Absolument. Où le Sénégal a voulu aussi se dire, est-ce que ces contrats qui ont été signés avec justement nos partenaires, est-ce que c'est des contrats léoniens ou pas? Et la question, c'est effectivement, ces contrats seront négociés dans l'intérêt du peuple sénégalais. Donc tout cela, ça veut dire simplement qu'il faut que nos partenaires comprennent que rien ne sera plus comme avant. Et cette rupture va mettre en avant d'abord les intérêts du peuple sénégalais avant, sur toutes les questions de ressources naturelles, et sur les questions de ressources, qu'elles soient minières, pétrolières ou halieutiques. C'est exactement la même démarche que notre gouvernement va maintenant avoir. Donc pour vous, c'est une fuite en avant, ce communiqué, cette conférence de presse des gens de l'Union européenne? Alors, je pense que c'est de la communication, effectivement, parce que dans tous les cas, c'est connu. Je pense que ma collègue, le ministre des Pêches, va revenir sur ces questions dans les prochains jours. D'accord, très bien. Nous abordons l'autre question de l'actualité liée à la violence qu'on note un peu dans cette campagne électorale qui tend vers sa fin. Absolument. Je pense que cette violence, on l'a vu à Saint-Louis, elle était inouïe. Nous avons vu des jeunes militants de notre parti en particulier pris vraiment à partie. Et ça a dégénéré, il y a eu des blessés mais graves. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont été, en tout cas, blessées, agressées. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et vous avez vu la suite, ça c'est une violence en spirale. Et je crois que c'est important que les acteurs politiques
arrête justement ce type d'agression et de provocation. Et heureusement, le Premier ministre a pris la bonne mesure, il a mis les points sur les i et aujourd'hui, les choses sont revenues dans le calme. Vous avez suivi l'appel au calme ce matin, mais je pense qu'on ne peut pas accepter qu'un gouvernement comme le nôtre, un parti qui est au pouvoir, puisse se faire agresser par une opposition. On a vu les armes qui ont été montrées et je pense qu'on doit revenir à l'image du Sénégal. Le Sénégal est un pays qui est connu pour sa démocratie pacifiée. Et l'appel qu'on lance, c'est qu'on est à 3 jours des élections. Ouais. Notre victoire, elle est certaine. Donc, il ne faut pas du tout qu'on se laisse vraiment perturber par ces provocations-là. Heureusement, le Premier ministre a parlé ce matin de la sérénité qu'il faut et ne pas du tout entacher donc, ces élections donc, de ces querelles et cette violence inacceptable pour le peuple sénégalais. Vous dites que la victoire, elle est inéluctable. Hein? Si vous deviez faire rapidement le bilan de votre campagne... Oui, pour gagner une campagne électorale, c'est celui qui a la plus belle histoire qui gagne les campagnes électorales. Pour gagner une campagne électorale, il faut avoir d'abord un passé et un futur. Le passé doit être glorieux. Et je pense que si vous regardez les autres partis qui sont devant nous, les 41 listes, le passé le plus glorieux, en réalité, c'est le passé du PASTEF. Voilà un parti qui, il y a 10 ans, a été agressé, s'est développé, a pu avoir la confiance des jeunes Sénégalais d'abord, dans un premier temps. Malgré la violente répression sur Ousmane Sonko, sur Bassirou Diomaye Faye, il y a eu des milliers de personnes emprisonnées. Il y a eu toutes sortes de procès, vraiment qui n'avaient de procès que de nom. Et heureusement pour le peuple sénégalais, qui est un peuple mûr, le 24 mars, justement, a voulu choisir ce parti. Donc, c'est une très belle histoire qu'aucun autre parti n'a. Et dans la vie, dans les élections, c'est celui qui a la plus belle histoire, qui a l'adhésion du peuple qui gagne. Maintenant, l'autre aspect, c'est le futur. Il faut un programme. On va en parler tout à l'heure. Mais le programme du PASTEF, qui a été proposé au peuple sénégalais, il est unique. Il est unique en ce sens qu'il est basé d'abord sur la résolution des problèmes essentiels liés à l'emploi, liés à l'économie, liés au chômage. Et on sait que c'est la demande de 75% des jeunes Sénégalais, justement, qui ont moins de 30 ans. C'est ça la principale préoccupation. Et justement, c'est là où nous allons, nous, au niveau du gouvernement, mettre l'accent pour trouver des solutions. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi cette soif de bonne gouvernance. Nous savons que ce pays a été caractérisé par des détournements de deniers publics qui dépassent tout entendement. Vous allez voir dans les prochains jours, les procès qui vont venir, les Sénégalais seront édifiés. Il y a des milliards, j'allais dire des centaines de milliards qui ont été détournés que personne ne connaît. D'ailleurs, c'est pour ça que notre gouvernement a eu le courage d'annoncer que ce budget qui a été annoncé, en réalité, n'est pas un budget donc franc. Donc, il faut revoir tout cela. J'étais moi-même à Washington avec le ministre de l'économie pour expliquer la population à la Banque mondiale, pour expliquer ce qui s'est vraiment passé. Donc, je pense que cet aspect est très important, cette rupture que nous voulons dans la gouvernance, elle est très importante. Et ce programme que nous promettons aux Sénégalais, sur tous les plans, c'est aussi très important. Absolument. Ce programme, vous le dites, c'est adossé à ce nouveau référentiel national Vision 2050. Vous êtes ministre de l'Industrie. C'est un volet capital de cette nouvelle feuille de route en l'industrie. Absolument, absolument. Disons d'abord, il faut comprendre qu'il y a 4 axes pour le plan Sénégal 2050 qui concerne tous les ministères et toutes les directions. Le premier axe, c'est la bonne gouvernance, comme vous le savez. C'est vraiment le baobab. C'est la base, quoi. C'est racines, voilà. Et ça, c'est l'ADN même du PASTEF, c'est l'ADN de notre gouvernement. Vous le savez, c'est répété tous les jours. La bonne gouvernance, en fait, c'est un principe de base. On ne devrait même pas en discuter. Parce que c'est ça qui permet... couler de source, quoi. Voilà, ça coule de source dans les pays américains, dans les pays asiatiques. C'est ça qui leur permet de développer, la lutte contre la corruption. L'autre aspect qui est important, c'est la décentralisation. Maintenant, nous parlons de territorialisation de l'industrie, de territorialisation de tout ce qui touche à l'agriculture, de sortir de Dakar un peu pour aller vers Matam, vers Kaolack, vers Ziguinchor. Ça, c'est nouveau. Le troisième qui est assez important, justement, c'est tout ce qui est économie. L'économie a été un peu négligée, alors que sans l'économie, en réalité, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut qu'on ait une économie compétitive qui est extrêmement importante là et qui permet au Sénégal d'être sur une rampe de lancement. L'économie, c'est d'abord 3 secteurs. C'est le secteur primaire,
une agriculture performante, on va y revenir. C'est aussi l'industrie, le secteur secondaire et le tertiaire, la commercialisation. Et le quatrième élément, c'est le capital humain. C'est des hommes, des ingénieurs, des chercheurs, des médecins. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas vous développer. L'Afrique aujourd'hui a besoin de technologies les plus performantes dans le domaine déjà de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'industrie, dans le domaine de la recherche médicale. Si vous regardez la position de l'Afrique, le nombre de brevets publiés par l'Afrique tout entière, ça représente à peine 1% des brevets mondiaux. Donc vous voyez que ce volet-là de l'économie, il est extrêmement important. Et c'est précisément là où on est en retard. Absolument, absolument. Et vous le dites, le programme, il est important. Et là, vous l'avez phasé, cet agenda-là. Il y a des phases prioritaires, des phases intermédiaires, avant d'arriver à la phase ultime. Absolument, absolument. Vous savez, c'est une question méthodologique. Quand vous voulez régler un problème, d'abord, il faut une vision. Ouais. La vision, c'est l'agenda 2050. Mais une vision, comme disait Mandela, doit être accompagnée d'action. C'est tellement compliqué que les Américains l'appellent « inventing ». Il faut une action, et cette action-là, maintenant, qui est déroulée sous forme de plan quinquennaux. La première phase, c'est 2024-2029, pendant 5 ans. Et là, on parle effectivement de 18 000 milliards à investir dans tous les domaines de l'économie. Il y a une deuxième phase jusqu'en 2034, n'est-ce pas? D'autres 5 ans encore, pour dérouler l'autre partie du programme. Et il y a le programme global, la vision globale qui va à 2000. Et ça, c'est important. En général, au Sénégal, on ne fait jamais des plans à long terme. On ne fait jamais des stratégies. Or, 25 ans, c'est le minimum pour un plan de développement. Parce que là, ça correspond à la maturité des dettes. Exactement. Voilà, c'est la maturité des dettes, mais c'est également une génération. Il faut tout planifier à l'échelle d'une génération de 25 ans. Et je crois que c'est ça qui est nouveau. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu faire des plans à court terme seulement. On a voulu faire un plan stratégique avec maintenant des périodes quinquennales, de tactiques, d'application, de mise en œuvre. Et ça nous permet sur 5 ans de pouvoir calibrer les ressources, les besoins, les moyens dont nous avons besoin et également voir les priorités. Et c'est justement de ça qu'il s'agit, voir les priorités du peuple sénégalais, mais surtout nos promesses électorales. On avait promis au peuple sénégalais que nous allons résoudre les problèmes. Et justement, si vous regardez le référentiel aujourd'hui dans la partie quinquennale, vous allez voir que justement, nous allons résoudre ces problèmes-là. D'accord. Dans cette planification socio-économique qu'on appelle la territorialisation de l'industrie, ce qu'on appelle les agropoles, qui devraient être installés au niveau des pôles territoires. Le Premier ministre en parle à Diourbel. Il a décliné un peu les contours de ce que devrait être le pôle de Diourbel. Absolument. Vous savez, les agropoles ou les pôles agro-industriels, comme on les appelle aujourd'hui, couplés à l'industrie, en réalité, ça vous permet d'avoir ce qu'on appelle industrialisation d'abord verticale. Verticale par des filières. La filière anacarde avec l'agriculture, la transformation de l'anacarde, l'emballage, le stockage et la commercialisation. La filière arachide, on en a une vingtaine. Il y a une vingtaine de filières halieutiques, minières qu'il faut développer. C'est ça qu'on appelle l'industrialisation verticale. L'autre industrialisation, c'est l'industrialisation horizontale, c'est-à-dire des domaines tels que la fabrication des médicaments, la pharmacie, le biomédical, mais également les véhicules qui n'ont pas forcément besoin d'une matière première terrestre, locale ou halieutique, ainsi de suite. C'est vraiment des industries qu'on peut placer n'importe où dans le monde, dans montage, le Sénégal, montage des véhicules. Les intrants et puis on... Exactement. Alors c'est ça les deux pieds de notre politique. Et justement, on a mis en œuvre 2 stratégies. La première, c'est la stratégie des pôles agro-industriels, comme l'agropole du Sud, l'agropole de l'Ouest, l'agropole du Centre. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'augmenter le temps de travail, travailler 12 mois sur 12, mais transformer aussi ce qu'on produit. C'est justement les agropoles. C'est-à-dire qu'il y a un système d'irrigation qui sera mis en place pour que le paysan sénégalais, les jeunes sénégalais ne travaillent plus 4 mois sur 12, c'est-à-dire 600 heures sur 1800 heures, mais travaillent 1800 heures. Donc ils vont augmenter leur production, leur multiplier par 3, augmenter les revenus au moins par 3 ou par 4, mais aussi mettre des intrants, mettre des semences, développer tout ce qu'on appelle donc les industries industrialisantes de l'agriculture, c'est-à-dire la fertilisation, les engrais, les produits phytosanitaires pour protéger les plantes, les semences importantes, l'irrigation et les moteurs, les tracteurs. Et c'est ça, en réalité, que le Sénégal n'a pas fait. Et ça que nous allons faire, parce que dans ce domaine-là, il est important de comprendre justement ce qu'on doit faire pour développer la partie agroalimentaire. L'autre partie, c'est la partie purement industrielle. Ça, c'est justement l'aporosie.
l'agence de promotion des sites industriels du Sénégal, qui est rattachée au ministère de l'Industrie, un peu ces sites-là. Exactement, va créer d'abord 8 nouvelles zones industrielles. Oui. Ensuite, on va en faire 14 autres, n'est-ce pas? Ensuite, arriver à faire au moins pour chaque département. Les 45 départements vont être pourvus à terme. Exactement, c'est ça l'idée. Et c'est ça qui va permettre d'industrialiser enfin le Sénégal. Oui, et les Sénégalais ont hâte de savoir ce que seront ces agropoles en termes d'infrastructures, en termes de dispositifs infrastructurels de ces pôles-là. Par exemple, quand on prend le pôle de Diourbel, on va procéder par élimination. Qu'est-ce qu'on pourra trouver et quelle va être la vocation de ce pôle de Diourbel? Alors, le pôle industriel de Diourbel, il est extrêmement... C'est le plus grand d'abord. C'est 200 hectares. Absolument. Au niveau de Mbaké, Touba, 200 hectares qui vont abriter en fait d'abord des industries automobiles. Vous avez vu, on a signé avec le ministre des Forces armées avant-hier et le ministre du Commerce, avec une entreprise qui vient de Corée, le montage de camions Kia, des camions qui vont être montés dans cette zone de Diourbel, des camions qui vont être pour l'armée, presque 1000 camions par année. C'est unique. Ce n'est pas seulement pour le marché sénégalais, c'est tout le marché régional. Et le Sénégal est dans ce projet actionnaire. C'est très important pour que des questions militaires, que le Sénégal soit bien présent. Ouais. Alors, ce ne sera pas seulement ça. Diourbel va être en réalité, cet écosystème de Diourbel-Mbaké, Touba-Mbaké, va être aussi un écosystème automobile. Ouais. Si vous avez été au Japon, vous avez bien vécu au Japon. Quand vous venez chez Toyota, vous vous rendez compte qu'autour de Toyota, il y a des fabricants de pneus, il y a des fabricants de phares, il y a des gens qui s'occupent de l'industrie de la peinture, ainsi de suite. Alors, c'est exactement ça qu'on va faire. Diourbel, Mbaké, la région, va devenir maintenant le pôle automobile du pays, avec toute une chaîne automobile qui va être créée là-bas, d'abord pour des véhicules militaires, ensuite d'autres véhicules. Nous avons aussi reçu des gens de Mercedes qui sont venus nous voir. Il y a d'autres sociétés qui sont en discussion avec nous, mais il n'y a pas que ça. Ce sera aussi un port sec à l'intérieur, parce que vous savez que tous les conteneurs qui viennent transitent un peu par Touba. Touba, c'est la plus grande ville, en fait, avec presque 2 millions d'habitants qui consomment énormément. Tous les conteneurs vont aller là-bas directement aussi, la partie port sec, mais aussi la partie des autres industries qui sont consommées pendant le Magal de Touba. Dans le Magal Touba, vous avez vu l'étude, c'est 2250 milliards qui sont consommés. Et c'est tout ça, le savon, les nattes qui sont consommées, tout ce qui est sur place là-bas, va être produit à partir de la zone industrielle qui sera à Mbaké. Donc c'est un changement de paradigme. Mais ce n'est pas seulement la partie agroalimentaire, il y aura aussi toutes les industries chimiques, les médicaments, la pharmacie. J'étais en discussion avec l'association sénégalaise des pharmaciens du Sénégal, très dynamique, et nous sommes en train de voir comment on peut aussi les installer là-bas. Il n'y a pas que ça, il y aura aussi toutes les industries de recyclage également, qui sont aussi importantes, les industries de l'aluminium, mais aussi du fer. Tout ce qui touche vraiment aux besoins du bâtiment doit être produit maintenant sur place. Donc c'est extrêmement stratégique d'avoir ces zones industrielles dans les 8 pôles du pays qui vont permettre de répondre à ces besoins des Sénégalais de produire localement. Et ces 50 000 emplois qui sont visés, et vous dites que la pose de la première pierre va être faite incessamment, c'est au mois de décembre. Absolument. Les jeunes Sénégalais ne peuvent plus attendre comme on l'a vu. Au niveau de Touba, de Mbaké, vous avez vu que la population, elle est jeune et elle a envie de travailler. Et c'est pour ça donc que cet agropole, cette zone industrielle qui sera la plus grande, ne peut pas non plus attendre. Et là, l'appel que je voudrais vraiment lancer, c'est la patience. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que l'industrialisation, c'est un process. On ne peut pas la faire en un clic. Par contre, les bases même, c'est ça qu'il faut jeter. Aujourd'hui, nous avons déjà vu le nombre de partenaires que ça intéresse. Nous avons déjà le terrain, nous avons déjà les accords très importants qui ont été signés avec les partenaires. Et ce travail de marketing international va continuer. C'était le sens un peu des états généraux de l'industrie que nous avons fait et qu'on va prolonger dans les régions pour créer d'autres zones industrielles et d'autres agropoles. Mais en dehors de cela, il y a aussi les industries, l'agropole aussi de cette zone de Touba. On va aussi créer des agropoles dans les zones autour de Touba. Mais avant, on va devoir régler la question de l'eau et de l'assainissement de Touba en même temps aussi. Ça va de pair, non avec... Absolument, absolument. Je pense que vous avez suivi les autoroutes de l'eau. 3 autoroutes importantes. Mon collègue Cherdier en a parlé. Touba va maintenant bénéficier de l'eau du lac de Guiers à partir de Darmousti. C'est du jamais vu. C'est-à-dire que le programme du gouvernement de faire en sorte que cette ville de Touba, qui a toujours connu des problèmes d'eau depuis des décennies,
puisse avoir maintenant de l'eau enfin. Et cette eau-là va donc être connectée à partir du lac de Guiers, mais qui va venir jusqu'à Darou-Mousty avec une déviation sur Touba qui va conduire ensuite sur Thiès et sur Dakar. Ce n'est pas la seule autoroute, il y a aussi une autre qui viendra de Bakel, qui est un peu en dénivelé, qui va traverser aussi le pays vers le triangle Mbour, Thiès, Dakar, et une autre qui viendrait de Kédougou. Et ces projets, comme on l'a vu, c'est pas moins de 600 milliards de francs CFA. Et je crois que c'est ces grands travaux que le pays n'a pas fait et ce que nous allons faire. Qui va être fait. Et pour Kaolack, on est à peu près dans la même configuration en fonction des réalités locales. Absolument. Kaolack va être aussi un autre centre, justement, dans le programme. C'est un autre pôle qui a beaucoup d'avenir. Kaolack, c'est d'abord la zone arachidière, l'agropole du centre là, qu'on est en train d'implanter à Kaolack, qui est basé à Fatick, à Dia, mais aussi qui a des sites à Mbella-Kadiao, dans toute cette zone de Kaolack, va devenir aussi un poumon économique autour, pas seulement de l'arachide, parce qu'on a vu que l'arachide, le facteur essentiel de ce qu'on doit à l'arachide, c'est les bas rendements. Il faut amener d'autres cultures, il faut amener le sel qui est important là-bas, mais qui n'est pas encore exporté. Vous savez, à partir du sel, vous pouvez créer plusieurs industries. La première, c'est le chlore, l'eau de Javel, n'est-ce pas? L'autre industrie que vous pouvez faire, c'est la soude, des produits chimiques. Le sel est en fait une matière première aussi industrialisante. Mais aujourd'hui, il est exporté à l'état brut. Et ça aussi, nous allons créer ce genre d'industrie sel. D'ailleurs, il y a une zone économique spéciale à Fatick maintenant qui va voir le jour. Et ce pôle-là, ce n'est pas seulement Kaolack. C'est Kaolack, justement, Fatick, Gossas, Mbirkelane, Kaffrine. Et ce pôle va être l'un des pôles les plus puissants, mais qui va devoir amener de nouvelles cultures, de nouvelles formations, l'université également, parce qu'un pôle, c'est comme son nom l'indique, c'est un écosystème. C'est d'abord un écosystème économique, un écosystème du savoir, un écosystème commercial, un écosystème social. Et justement, c'est ça qui va permettre de transformer l'ensemble du territoire, avec l'autoroute à péage déjà qui va arriver à Kaolack dès l'année prochaine. Donc ça va être décentralisé et ça va permettre donc de développer enfin une véritable ville, créer une ville autour de la fonction travail, autour de la fonction économique. Pour l'Ouest, c'est fait, c'est fonctionnel, non? Alors pour l'agropole de l'Ouest, effectivement, que nous avons créé il y a avec l'intercommunalité, effectivement c'est l'agropole le plus grand, c'est 1250 hectares. Là, nous avons déjà bouclé le financement, c'est 53 milliards, comme vous le savez, mais c'est un agropole aussi à part. Le concept est différent encore de l'agropole du Sud dont nous allons parler. Là, il s'agit d'une zone industrielle qui va se faire sur à peu près 50 à 80 hectares, qui va transformer du lait qui est produit donc sur le reste des 1000 hectares et qui va être transformé localement, qui va être stocké. Mais il n'y a pas que le lait, il y a aussi les produits horticoles, n'est-ce pas, qui vont être stockés. Il y a des serres agricoles. Mais la particularité de l'agropole de l'Ouest, c'est en réalité les écoles. On a créé 3 écoles de formation pour le transfert du savoir, pour apprendre les jeunes à faire l'élevage des vaches laitières qui produisent 30 à 50 litres de lait par jour, pour apprendre ces jeunes à diriger aussi ce qu'on appelle des serres agricoles. Et ça, il y en aura 3. Il y a l'école de formation professionnelle de Sandiara, l'école de la formation professionnelle de Nguyen et l'école de la formation professionnelle de Malicounda. Ça, c'est important. Le troisième volet qui est innovateur, c'est les éleveurs locaux. Ils ont aussi 200 hectares qui leur est réservé pour améliorer les races locales en termes de lait et de rendement viande. Donc, c'est un concept important. Ça va produire au moins une cinquantaine de milliers d'emplois aussi dans cette zone. Et pour le Sud, là, on est dans une autre configuration. Absolument. Les agropoles du Sud, il faut reconnaître que c'est un projet qui va changer complètement le Sud. Justement, c'est pour ça qu'on parle de transformation économique. C'est vraiment ce qu'on veut faire. De quoi s'agit-il? Le Sud est riche et pauvre à la fois. En Casamance, vous avez l'anacarde, les mangues, qui sont pratiquement laissés aux animaux. Vous avez l'anacarde qui est exportée à hauteur de 93%. Il n'y a que 7% qui est transformé. Et justement, l'agropole du Sud veut résoudre ces questions-là. L'agropole du Sud va se construire 3 projets dans un premier temps. C'est d'abord le maïs. Vous savez que le Sénégal importe encore 400 000 tonnes de maïs par année. C'est autour de la mangue, pour la transformer en jus, en mangue séchée, en mangue en poudre. À partir de la mangue, vous pouvez faire une dizaine de produits, voire une vingtaine de produits. Et puis le troisième élément qui est très important pour cet agropole-là, c'est l'anacarde. L'anacarde, c'est très stratégique parce que c'est un produit qui est très cher. L'anacarde, le rapport entre la matière première qui coûte à peu près
500 francs, 600 francs, et le produit fini, c'est de 15. Absolument, ouais. Voilà, donc on a beaucoup d'acheteurs qui viennent, qui prennent le produit brut. C'est ça qu'on va arrêter. En Inde, ailleurs. Absolument, c'est vraiment l'Inde et le Vietnam. Et ça, vous allez voir, dans 1 an ou 2, notre gouvernement va commencer à interdire carrément l'exportation de l'anacarde, d'imposer à tous ceux qui veulent exporter un taux de transformation au moins de 30% à 50%. Nous allons encourager toutes les entreprises exportatrices à construire des usines et exporter plutôt un produit fini qu'une matière première. Donc c'est vraiment un changement de paradigme. Mais l'autre changement qu'on a fait sur l'agropole du Sud, c'est qu'il y avait un seul module, ADEAN. Alors, ADEAN, on a tout concentré là-bas. Quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte que Oussouye, c'était que 10 hectares privés Oussouye. Bignona, tous les départements étaient en fait ce qu'on appelle des plateformes. Et cette approche, ce n'est pas l'approche de notre gouvernement. Nous pensons que les départements sont d'égale dignité. Et une partie de ce financement-là va être amenée à Bignona pour faire un véritable agropole sur 50-100 hectares. Même chose à Oussouye, même chose donc à Goudomp, à Sédhiou, à Kolda. Pour ceinturer la région. Pour ceinturer la région qui est déjà très riche. Absolument. Cette région, si on commence à mettre des agropoles et des zones industrielles, à faire du maïs, etc. Mais il y a aussi une autre dimension que j'ai voulu ajouter, c'est la dimension justement crevette. La crevette, les produits c'est important. La dimension horticulture aussi, qui n'existait pas dans cet agropole, et la dimension aviculture. Parce que là, comme vous le savez, dans cette zone, il n'y a pas beaucoup de produits de ce type. On les fait venir de l'étranger ou ça vient de Dakar. Et là, vous êtes dans une réécriture de la carte économique du Sénégal, tout simplement. Je pense que c'est ça l'innovation de notre programme de la transformation économique. Vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous ne pouvez pas concentrer l'essentiel du pays sur les côtes. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que cela veut dire justement que vous n'êtes pas à l'abri des crises météorologiques, climatiques. On l'a vu tout récemment, des villes dévastées autour des mers. Mais c'est surtout une question purement idéologique et doctrinale. Nous pensons que les Sénégalais sont d'égale dignité. Un Sénégalais de Matam, justement, il doit rester à Matam pour développer... jouir des mêmes commodités. Exactement, développer ses prochaines places. C'est pour ça qu'on a créé un pôle à Matam qui va être, vous avez entendu le Premier ministre en parler, le plus important pôle. Parce que Matam va être le pôle des phosphates. Nous avons découvert énormément de phosphates à Matam. Et Matam va être le pôle phosphate autour de l'industrie du phosphate, des dérivés du phosphate, n'est-ce pas, autour également de l'uranium. Matam a l'un des phosphates les meilleurs au monde, beaucoup plus pratique, plus facile à transformer que le phosphate de Taïba, justement. Mais Matam va être aussi l'université du phosphate, les lycées techniques du phosphate, la zone engrais du Sénégal. Et ça va faire passer leur contribution du PIB, qui est inférieure à 1%, va passer à 9% en 2050. Donc c'est ça qui est intéressant. L'autre pôle qui est très important, c'est le pôle justement du Sud, comme vous l'avez vu, et le pôle de Kédougou, qui va être aussi un pôle justement minier, aurifère. Exactement. Donc c'est cette façon de planifier l'aménagement du territoire. En fait, c'est tout à fait nouveau et ça demandera beaucoup de ressources. Et c'est ça un peu la particularité de notre programme. Et tout ça va aller très vite. Là, on n'est plus par le temps. Juste une dernière question sur... Là, on est dans le volet commerce avec le retour des boutiques de référence. Absolument. En 30 secondes. Oui. C'est très important que le Sénégal fasse cela également. Vous vous souvenez, il y a quelques 30 ans, il y avait les Sonadis, Société nationale de distribution, qu'on voyait dans toutes les villes. Évidemment, ça, le Sénégal va reprendre ce projet-là qui s'appelle les boutiques. On va en faire 2000. Il s'agit de faire des boutiques, des supermarchés modernes, climatisés, hygiéniques, contrairement à ces boutiques qu'on a, avec des prix très bas, où l'État et le secteur privé vont travailler ensemble, qui va embaucher des dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est un modèle tout à fait nouveau, parce que ces boutiques-là, on va fermer les boutiques de quartier. Exactement. Ça va vraiment... Parce que les boutiques de quartier, on a du mal avec l'hygiène. Absolument. On ne peut même pas y vendre du pain. La maîtrise de... Voilà, de la qualité des produits, leur date de péremption. Et justement, c'est une innovation majeure. Nous allons partir sur 2000 boutiques dans un premier temps. Ensuite, l'objectif étant d'arriver à 10 000 boutiques à terme sur l'ensemble du territoire. Vraiment, c'est une des innovations majeures aussi du ministère du Commerce et des PME. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Faye. Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain pour d'autres questions d'actualité. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.